Bonsoir. Je m'appelle Océan. Je suis très heureux de visiter à Paris. Et je veux dire merci à mon éditeur, la maison Gallimard et Sautu, et mon traducteur, Marguerite Capel. Je pense que s'il y a du mérite dans mes livres, c'est grâce à elle complètement. Alors, je suis désolée parce que ma français n'est pas le meilleur. J'ai étudié français depuis 6 ans à lycée, mais maintenant c'est dommage parce que j'ai oublié tous mes mots. Alors ça suffit pour ma française. Mais j'espère que vous êtes impressionnés. Mais je voudrais dire merci et enchanté. I wrote this poem in response to my cousin Sarah, age 7, and this is a quote. It serves as an epigraph to this poem. I was trying to get her to write like a good older cousin, work on her books, and this was her response. What's the point of writing if you're just gonna force a bunch of ants to cross a white desert? Cousin Sarah, age 7, to which I said, touché. Dear Sarah, and if you follow these ants, they'll lead you back to stone tablets in older desert where black bones once buried are now words where I wave to you at 2:34 a.m. They survived the blast by becoming shrapnel embedded in my brain, which is called learning. But maybe I shouldn't talk like this. Maybe I should start over, Sarah. I messed up. I'm trying to stay clean, but my hands are monsters who believe in magic. Sarah, the throat is also an ink well, black oil wrung through your father's fingers after a day beneath the Buick. Say heartbreak, and nothing will shatter. Say Stonehenge and watch the elephants sleep like boulders blurred in Serengeti rain. It doesn't have to make sense to be real. Your Aunt Rose, gone 2 years now, like a trick they forgot to finish, and the air holds your voice as it holds its own vanishing. Maybe you are the true soldier ant, hoarder of what's so massive it could crush you into a twitching comma. Sarah, your name sharpens daily against the marble of your mother's teeth. There are sparks in every calling, and called we press our faces to the womb till we're jokes on our way to cracking up. And maybe you're right, little ant queen, with your shoes the shade of dirty paper. White desert, your pink and blue pens untouched. After all, who can stare at so many ruins and call it reading? This family of ants fossilized on the page. You slam the book shut. Look out at the leafless trees doused in red April rain, where none of us are children long enough to love it. À quoi ça sert d'écrire si c'est juste obliger une bande de fourmis à traverser un désert tout blanc? Ma cousine Sarah, 7 ans. Chère Sarah, et si tu suis ces fourmis, elles te ramèneront aux tables de pierre, un pluvieux désert où les eaux sombres ensevelies jadis sont maintenant des mots où je te fais signe à 2h34 du matin,
Ils ont survécu à l'explosion en devenant schnappel incrustés dans ma tête. Ça s'appelle apprendre, mais peut-être que je ne devrais pas parler comme ça. Peut-être que je devrais recommencer, Sarah. J'ai merdé. J'essaie de rester clean, mais mes mains sont des monstres qui croient en la magie. Sarah Lagorge aussi est un encrier d'huile noire, imprégnant les doigts de ton père après une journée sous la buick. 10 cœurs brisés, et rien ne se casse. 10 Stonehenge, et regarde les éléphants dormir comme des rocs obscurcis par la pluie du Serengeti. Ça n'a pas besoin d'avoir du sens pour exister. Ta tante Rose disparue il y a 2 ans déjà comme un tour de passe-passe inachevé, et l'air porte ta voix comme il porte sa propre disparition. Peut-être est-ce toi le véritable soldat, fourmi amassant cette chose si énorme qu'elle pourrait te réduire à une virgule. Frémissante Sarah, ton nom s'affûte chaque jour contre le marbre des dents de ta mère. Il y a des étincelles dans toute destinée, et destinée nous pressons nos visages dans la matrice jusqu'à devenir des farces sur le point d'éclater de rire. Et peut-être que tu as raison, petite reine des fourmis, avec tes chaussures couleur de papier sale, des airs blancs, tes stylos roses et bleus intacts. Après tout, qui peut contempler autant de ruines et appeler ça lire, cette famille de fourmis fossilisées sur la page, et clac, tu refermes le livre. Tu regardes les arbres sans feuilles noyés sous la pluie rouge d'avril, là où aucun de nous ne reste enfant assez longtemps pour aimer ça. Salut. Avant j'étais PD, maintenant je suis une case à cocher. Pointe du stylo planté dans mon dos, je sens la marque du progrès. Je n'irai pas danser seul à minuit dans le cimetière municipal en balançant des chansons tristes sur mon téléphone pour rien. Je te promets, j'y étais. Ce que j'ai ressenti rendait la mort si vaste qu'elle devenait indissociable de l'air. Et j'ai poursuivi mes ravages de l'intérieur, tel le vent dans la tempête. Et Lil Peep qui chante « I'll be back in the morning » alors qu'on connaît la fin. Et moi qui ai continué à danser une fois la chanson terminée, parce que ça me rendait libre. Et le réverbère qui cligne 2 fois avant de s'éveiller pour son service du soir, comme nous. Et nous qui relevons les yeux et murmurons « Désolé, le garçon et moi », quand il y a des dents. Quand il y a toujours des dents, exprès. Quand j'ai plongé dans la gravité et que ça a marché. Je m'en suis sorti par la peau de mes peines. Avant, j'étais PD, maintenant je suis primé. Une fois, à une soirée organisée sur un rooftop de Brooklyn pour une ambiance arty, une jeune femme m'a lancé en sirotant son verre « T'as trop de la chance, t'es gay. Et en plus, tu peux écrire sur la guerre et tout. Moi, je suis juste blanche. » Pause. J'ai que dalle. Rire, tintement de verre. Car chacun sait que la souffrance jaune, coulée dans le moule des lettres américaines, se change en or. Notre peine sous les doigts de Midas, du napalm au sillage arc-en-ciel. Contrairement au sentiment, le sang devient plus vrai quand on le sent. Je m'efforce d'être vrai, mais ça coûte tellement cher. Il paraît que la terre tourne et que c'est pour ça qu'on tombe, mais chacun sait que c'est la musique. Danser sur des rafales de mitraillettes n'est pas facile, c'est prouvé. Pourtant, les miens ont créé un rythme par ce biais, un biais. Les miens si immobiles sur les photos, en cadavre. J'ai échoué parce que je m'y suis fait. Je nous regardais, massacrés sous l'ombre du photographe de Time, et j'ai cessé de penser, debout, debout. J'ai vu la vapeur du cimetière dans l'aube rosée, et j'ai su que les morts respiraient encore.
S'ils viennent me chercher, descends-moi. Et si ce n'était pas le choc qui nous faisait, mais les débris, et si c'était voulu ainsi, la mer, le lexique, la ligne de cocaïne sur la clavicule d'un garçon coiffé d'une crête dans une sous-loc de l'East Village en 2007. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, Doc? Il doit y avoir un médicament pour ça. Parce que les contes de fées avaient raison, seule la sorcellerie pourra te tirer d'ici. Il y a longtemps, dans une autre vie, à bord d'un train Amtrak traversant l'Iowa, j'ai vu, l'espace de quelques secondes floues, un homme planté dans un champ d'herbes folles, main sur le flanc, le dos tourné, tout son être arrêté hormis ses cheveux ébouriffés par la brise. Quand la campagne a repris son lavis de blé gris, tracteurs, granges incendiées, sycomores noirs dans les prés désertés par les bêtes, je me suis mis à pleurer. J'ai posé mon exemplaire du White Album de Didion et enveloppé ma tête d'une obscurité neuve. La femme à côté de moi m'a caressé le dos, en disant avec un accent du Midwest frémissant de tendresse, « Vas-y, fiston, laisse-toi aller, il n'y a pas de honte à craquer. Laisse-toi aller, je vais nous chercher du thé. » Ce qui m'a encore plus chaviré. Elle est revenue avec du Lipton dans des gobelets en carton, ses yeux bleus nulle part et là. Elle est restée silencieuse jusqu'à Missoula, où elle est descendue et m'a dit avec une tape sur le genou, « Dieu est bon, Dieu est bon. » Je peux dire qu'elle était splendide à présent, ma douleur, parce qu'elle n'appartenait à personne d'autre. Faire barrage au ravage, ma nullité n'atteindra personne, me suis-je dit, devenant aussitôt mon propre héros. Tu sais combien d'heures j'ai perdu à mater des mecs hétéros jouer aux jeux vidéo? Suffisamment. Le temps est une mer. Au cas où l'on oublierait, une morgue est aussi une maison de quartier. Dans ma langue, celle qui me vient désormais qu'en fermant les yeux, amour se dit « io » et faiblesse se dit « io ». La façon de dire ce que l'on veut dire change ce que l'on dit. Certains appellent ça prière, j'appelle ça « surveille ton langage ». Rose, ai-je chuchoté pendant qu'ils enfermaient ma mère dans son sac mortuaire. Sors de là. Tes plantes sont en train de mourir. Ça suffit comme ça. Nique sa mère le temps, dis-je au pierre tombal, vivant, absurde. Corps, toi qui es un portail, sois davantage que ce que je vais traverser. L'immobilité, voilà ce que c'était. L'homme dans le champ avec le pull rouge. Il était si immobile qu'il est devenu d'une certaine façon plus vrai, comme un coup de couteau blessant un paysage peint. Comme lui, j'ai craqué et décidé que dorénavant ce serait la joie. Alors, tout s'est ouvert, les lumières flamboyantes autour de moi ont dessiné un ciel tout blanc, et j'ai été arraché, humide et ensanglanté, à ma mère, mise au monde, hurlant, et ça suffisait. Un grand merci à Olivier Martineau qui vient de lire, en plus évidemment du poème Chère Sarah que nous avons entendu par Ocean Vuong, le poème Même pas. Et vous nous rejoindrez à nouveau dans un instant pour une autre lecture. Bonsoir Ocean Vuong. Bonsoir. C'est un plaisir de vous rencontrer pour parler aujourd'hui de votre deuxième recueil de poèmes, Le temps est une mer, publié aux éditions Gallimard, un recueil de poèmes qui fait suite à la publication de votre premier roman, Un bref instant de splendeur, publié en 2019 aux États-Unis et je crois en 2021 traduit en France. Un roman que vous aviez dédié à votre mère qui nous a quittés depuis. Mère que l'on retrouve, elle est omniprésente dans ce recueil. Rose, que l'on vient d'évoquer à l'instant dans le poème, c'est elle, c'est votre mère. Elle se promène dans ces pages.
au gré de vos souvenirs et du dialogue que vous avez envie d'installer avec elle. Avant de nous plonger dans le recueil, j'aimerais déjà vous demander tout simplement pourquoi vous avez choisi précisément le poème Chère Sarah. Vous vouliez nous lire un poème en anglais et vous avez choisi celui-là. Pourquoi ? Oh, thank you so much. I chose that poem because I think it is also an ars poetica, from the Latin sort of the raison d'être of poetry. It's interesting in poetry, it's the only art where we are often demanded again and again to prove its worth. No one asks why dancing or sculpture or painting. The assumption of that value is intrinsic, but there is a genre, a subgenre in the art of poetry wherein the practitioners must always defend it. And I think that's actually good. I don't feel bitter about that. In fact, I think it should be an example where all other artists should do once in a while, is to kind of create a reason for its existence. Even stamp collectors, as an art that baffles me, I would like to know once in a while why they do it. But dear Sarah, it's beautiful because I think my cousin was being a poet, and perhaps she's being even more innovative as a poet because she was trying to get ice cream. So I found that actually really noble, and it was as much as it was a response to her, it was a reminder of myself that there are other uses to the innovation of language other than just literature or high art in the vertical matrix that we presented. Alors, merci beaucoup. J'ai choisi ce poème parce que c'est aussi un ars poetica. Un art poétique, c'est la formule en latin qui désigne cette façon en poésie d'expliquer la raison d'être justement de sa poésie. En fait, la poésie, c'est le seul art qui exige en permanence que ses praticiens prouvent la valeur de cet art. Personne ne vous demande pourquoi la danse ou pourquoi la sculpture ou pourquoi la peinture. On sait intrinsèquement, on suppose que ces arts-là ont de la valeur, mais en poésie, il existe un sous-genre qui est donc cet ars poetica, cet art poétique qui exige que les praticiens défendent l'intérêt de faire de la poésie. Et c'est quelque chose qui ne m'inspire pas d'amertume, je trouve plutôt que c'est une bonne chose, que ça devrait même inspirer d'ailleurs tous les artistes, parfois, de temps en temps, de se pencher sur les raisons d'exister de leur art. Par exemple, les collectionneurs de timbres, moi personnellement, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Et le choix de Chère Sarah, c'est parce que c'était très beau, parce que quand elle s'exprime ainsi, en fait, elle est poète. Et elle est d'une façon même plus innovante peut-être que n'importe quel poète, puisqu'elle s'exprime ainsi. Je lui avais demandé d'écrire un poème pour obtenir de la glace. Donc elle a envie d'obtenir une glace. Et je trouve ça assez noble finalement. Donc le poème est une manière de lui répondre, mais aussi une manière de me rappeler que la langue peut servir à d'autres choses que la littérature ou la poursuite d'un art supposé supérieur suivant cette matrice verticale qu'on a tendance à voir. Alors, je le disais à l'instant, ce recueil de poèmes fait suite à votre premier roman qui était dédié à votre mère. Et j'aimerais savoir... Je crois savoir plutôt que vous avez commencé à écrire ces poèmes alors que vous aviez à peine terminé le roman. Et je me demandais quelle était la démarche. Est-ce que ce poème est lié à la période de deuil qui a suivi le décès de votre maman? Est-ce que c'est une manière de venir raconter autre chose encore que ce que vous avez dit dans le roman sur votre mère, c'est-à-dire venir compléter, combler des angles morts à travers la poésie? I think 70% of this book was written before she passed. I write very, very slowly. My first book took 8 years to write, and it was only 35 poems. There's only 28 poems in this book, and it took about 5 years. But when my mother passed, everything in my life changed. It was like crossing a doorway. And I said it before, where I feel like right now my life exists only in 2 days.
there's this massive yesterday where she was alive, and now there's the today that she's not. I know many years have existed, but I don't see them. I just see today and yesterday. And but time is interesting in that way. So after she passed, I looked at all these poems that I've written, and I edited them with that grief in mind, and they all were altered. I was a completely different person. And then I finished the 30% with some new pieces. But I think the subject of the mother, one of my heroes is Roland Barthes, and the mother is inexhaustible to him. And I think as a concept, it's so important to me because on one hand, often in the West, we have this idea that art can capture something. We take a photo, right? You write a book about something and you're supposedly finished, you exhausted, you've possessed it. But I don't think that's true. I prefer a method wherein no art can finish anything. Instead, it might be just building an architecture to think about something in. And the beauty of literature is that it's an architecture that could be shared amongst others. In the backstage, you told me that reading my books made you think of your own mother. And that is the true beauty. And I do believe in Barthes' death of an author. So it would be irresponsible for me as a writer to tell any reader, you got it wrong. I don't mean that. I don't believe in that. As soon as the work is done, my work is done, and the reader has to perform the poem through reading. And in that sense, the mother could never be completely written down. And what a shame if that were to be the case. I don't think literature can pin down any human being. It can complicate them, it could imagine them differently, but it could not capture them. At least I hope my work does not. Oui, alors en fait, 70% du recueil avait déjà été écrit avant la mort de ma mère. J'écris lentement. Mon premier recueil de poèmes a pris 8 ans à écrire. Il ne contient que 35 poèmes. Celui-ci en contient 28 et j'ai mis 5 ans à l'écrire. Mais effectivement, quand ma mère est morte, ça a bouleversé ma vie, ça a tout changé. C'était comme franchir un seuil et passer dans une autre façon de vivre. Et à partir de là, j'ai eu le sentiment de ne plus voir ma vie qu'en 2 journées. Il y avait la journée d'hier, cette masse d'hier où ma mère était encore en vie, et la journée d'aujourd'hui, qui sont tous les moments où elle n'est plus là. Et même si je sais que beaucoup d'années se sont écoulées, je ne parviens pas à voir autrement que ces 2 journées-là, le hier et le aujourd'hui, sans elle. C'est en ça que le temps est extrêmement intéressant. Et après sa disparition, je suis revenue sur ces poèmes que j'avais déjà écrits, je les ai édités, je les ai modifiés parce que tout a été changé, en fait, parce que moi-même j'étais complètement différent. Et puis j'ai écrit les 30% restants du recueil avec de nouveaux poèmes. Un de mes héros littéraires, c'est Roland Barthes, et pour lui aussi, la mer est un sujet tout à fait inépuisable. Et je crois que ça a à voir aussi avec cette idée très occidentale qu'à travers de l'art, on peut saisir, on peut capturer quelque chose, on peut presque l'enfermer. On dit qu'on prend une photo. L'idée que quand on écrit quelque chose, on épuise son sujet, on le possède totalement. Moi, je ne vois pas du tout les choses de cette manière-là. Je ne pense pas qu'on puisse achever quoi que ce soit, achever quelque sujet que ce soit à travers l'art. Je pense que l'art sert à construire une forme d'architecture à l'intérieur de laquelle on peut réfléchir à un sujet. Et ce qui est beau dans une œuvre d'art, c'est qu'on peut aussi la partager avec d'autres. Vous me confiez en coulisses que lire ces poèmes vous avez fait penser à votre propre mère, Marie-Madeleine. Ce serait du coup irresponsable aussi de ma part, en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, de dire à un lecteur qu'il se trompe sur sa façon de lire le poème. À partir du moment où mon travail à moi d'écriture est terminé, c'est au lecteur de faire vivre, de performer, de jouer, d'incarner ce poème en le lisant. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais, en réalité, épuiser un sujet par l'écriture. On ne peut pas. La littérature est incapable, je crois, de résumer un être humain. Elle peut le complexifier, elle peut l'aborder de différentes manières, mais jamais elle ne pourra intégralement le saisir complètement.
Ocean, la question de l'héritage culturel, de l'héritage familial est aussi présent dans ce recueil. On le retrouve, on l'a entendu un petit peu dans le texte qui a été lu par Olivier, mais on le trouve dans d'autres poèmes, la question des origines. Et je me demandais, cet héritage, vous qui êtes né au Vietnam, qui êtes arrivé aux États-Unis à l'âge de 2 ans, dont la maman a travaillé très dur toute sa vie, avec la difficulté qu'on peut imaginer pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, dans un nouveau pays, après avoir vécu de nombreux traumatismes dus à la guerre. Est-ce que cet héritage, vous le considérez à la fois évidemment comme un traumatisme, mais aussi comme un matériau précieux qui serait d'une certaine façon la matrice de votre poésie? Oh, thank you for that question. I've always felt that, I could have written the novel about the same ideas, but made it fantasy or sci-fi, put the same characters in Mars, and it would have the similar impact. You could make up ideas of estrangement, immigration, otherness, but it was important for me to situate these characters in a historical context, because there is an opportunity for an author like myself to also have a record of history, a record that's often not written by anyone like myself. And I was inspired by Toni Morrison and James Baldwin and Marguerite Duras, who saw the work of literature as almost like a Trojan horse to think and see history in a different way. Because I do believe that history, even the history written in textbooks, is fiction. And you can argue that it is in fact nonfiction, but it's fiction through omission. Right? If you omit certain facts, you end up with a myth. And I think it was really important for me to think that, in fact, truth is not as easy as we often tell it. The word truth with a capital T is thrown around a lot. We speak truth to power. What is my truth? What is the truth? But when I look at history as a scholar, I realize that the truth does not come out until 50, 100 years later. We know more about the Civil War in America than Abraham Lincoln ever did. And so the idea of capturing truth in the present, I'm skeptical of. So, what is there to do? I believe that there is the propaganda of the state, which is often to serve its own interests. It creates a myth. And then there's our own propaganda. And the question is, what does that serve? And I tell my students this, when they feel very in great doubt. The culture tells you that to be a writer is a stupid thing. It's a useless thing everywhere around you. It reminds you that, at least in America, I don't know what it's like here. But in fact, it's an incredibly courageous thing, because you're trying to create a myth without the agenda of power. What does your story serve? Most writers don't know. I don't really know. But I think I'm interested in creating an alternative mythology. I wouldn't say this is my truth. I don't know my truth. I will be dead before any truth about this moment is revealed to me. But language is a linear activity. The sentence begins and it ends with a period, and it starts again. In that sight of the sentence, we get to control how things move. And I'm interested in that magic that can happen. With all the authors before me, I'm certainly not the first one to think in this way. But perhaps
I can't speak to the other authors, but I'm interested in creating other mythologies to inhabit in that come out of history. Merci. Alors j'ai toujours pensé que j'aurais pu écrire ce roman avec les mêmes idées et en faire une histoire fantastique, un roman de science-fiction, placer un personnage similaire sur Mars et que ça aurait eu le même effet. On peut toujours créer l'idée d'un personnage étranger, évoquer l'immigré, l'altérité, mais pour moi c'était important de le situer dans un contexte historique parce que je crois qu'un écrivain comme moi a une opportunité aussi de laisser une marque, d'archiver une histoire dans l'histoire avec un grand H qui justement une histoire, un récit qui n'est pas souvent raconté, qui n'est pas souvent dit. Ce qui m'inspire là-dedans, c'est Toni Morrison, c'est James Baldwin, c'est Marguerite Duras aussi, qui voyaient la littérature presque comme une forme de cheval de Troie, permettant de voir et de penser justement l'histoire avec un grand H différemment. Et moi, je suis convaincue que l'histoire, c'est de la fiction, même l'histoire qui est inscrite dans les manuels. Évidemment, c'est censé être catégorisé sous le titre de non-fiction, mais moi, je considère que c'est de la fiction par omission. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous ne racontez pas, si vous omettez des faits, en fait, ce que vous faites, c'est créer un mythe. Et je pense que c'est important de dire que la vérité, qui est un mot qu'on agite beaucoup avec un grand V en lettres capitales, n'est pas quelque chose de si évident. Et quand je regarde l'histoire, en tant qu'aujourd'hui que chercheur, qu'académique, qu'universitaire, je me rends compte que souvent la vérité ne sort pas avant 50 ans, avant un siècle. On en sait plus aujourd'hui sur la guerre de sécession que n'a jamais su Abraham Lincoln. Donc l'idée d'être capable justement de saisir ce qu'est la vérité d'un moment dans cet instant présent me laisse tout à fait sceptique. Face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il peut y avoir d'une part une propagande d'État qui va servir les intérêts justement de tel ou tel État et qui va consister à créer un mythe. Et nous, on peut aussi écrire notre propre propagande, ce qui est intéressant parce qu'on peut se demander à quoi va servir ce mythe que nous créons, à quelle fin politique est-ce qu'il répond. C'est ce que je dis souvent aux étudiants quand ils expriment des doutes, parce que les gens qui veulent devenir écrivains, dans notre culture, aux États-Unis, j'imagine que ça peut être pareil ici, on leur dit souvent qu'écrire est un acte inutile et que c'est idiot de vouloir devenir écrivain. Et je leur rappelle justement qu'il y a quelque chose d'extrêmement courageux et intéressant dans l'idée de vouloir créer un mythe qui justement ne sert pas à remplir des objectifs politiques. En fait, qu'est-ce que notre histoire va servir ? Qu'est-ce que le récit qu'on fait va servir ? C'est une question que tous les écrivains se posent. Moi, personnellement, je ne sais pas quels objectifs, quels intérêts vont servir à mon histoire. Ce qui m'intéresse, c'est de créer une mythologie alternative qui n'est pas ma vérité, parce que je pense que je serais mort bien avant que la vérité du moment que j'ai vécu n'émerge, mais simplement qui est une manière, parce que la langue est quand même une démarche linéaire qui permet, à partir du début d'une phrase jusqu'à la fin, de suivre cette démarche, de contrôler ce qui se passe à l'intérieur. C'est une opération magique, c'est en ça que je crois, qui permet justement de créer cette mythologie. Et je pense que tous les artistes, en fait, je ne suis pas le seul à voir les choses comme ça, voient cette magie justement de la forme qui permet de créer une autre mythologie qu'on va pouvoir habiter. Puisqu'il est question de forme, Ocean Vuong, je me demandais, l'humour est aussi présent. Il y a de l'émotion, bien sûr. Parfois, il y a même ce qui m'a semblé être de la colère, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, j'allais dire, consciemment, ou est-ce que l'humour découle naturellement du sujet, voire même de l'émotion ? Thank you for noticing the humor in the latest book. It's important to me. It was a very conscious decision. I always wanted, I write my first two books, and my friends who know me, they said, Ocean, your books are so sad, but you're really funny. And so I start to have a reputation of being a very sad person. And so when I do press for the media, we take photos, and they take a lot of photos, and I talk to the photographer. It's funny, we make jokes, but then the photo that comes out is just always devastatingly sad. And so your work creates a kind of
facade. And so I told myself, I must stop this now. With the next book, I will be funny. No, in all seriousness, I was too scared to use humor in my first 2 books, because any comedian, any good comedian will tell you, humor is very difficult. It's much harder to make it work. It's easy to laugh. It's hard to make people laugh. And I also have deep respect for humor's function, particularly in my family. I watched these women who raised me, immigrant women who kicked out all the abusive men in their lives and raised, it's very Shakespearean. I have a house full of women who gave birth to all sons. And I watched how medicinal laughter was to them. Sometimes they could be telling a story of deep traumatic experience, and they would just stop, look at each other, and laugh. And I said, there is more to this. As a child, I said, there is more to this than humor. This is medicine. And I had to be more skillful in my writing, in my craft, to use it well. I revered it so much, and I did not have the skill yet in my first 2 books. I've been writing for 15 years. It took me, at least to me, 15 years to have the confidence to start to use humor in the way that they used it, because they were truly the masters of it. And so I finally arrived at a first foray at it here. But I was not mature enough to use it in the first 2 books. Alors, merci d'avoir remarqué l'humour dans le livre. J'ai écrit mes 2 premiers livres et mes amis me disaient, mais tes livres, Ocean, sont tellement tristes alors que toi, tu es extrêmement drôle. Et c'est devenu un espèce de gimmick. À chaque fois que c'est devenu un peu la manière dont on me voyait. À chaque fois que je faisais des interviews dans les médias, on me prenait en photo. On prenait énormément de photos. Et puis je faisais des blagues, je riais avec le photographe. Il y avait plein de moments où je riais. Et puis la photo qui sortait était toujours celle où je faisais une tête terriblement triste. Parfois, ça crée aussi... L'œuvre peut créer une forme de façade. Et je me suis dit, il faut arrêter. Donc il faut mettre de l'humour, effectivement, dans le prochain livre. Il faut que je devienne drôle. Plus sérieusement, je crois que je n'étais pas assez... J'avais trop peur, en fait, d'utiliser l'humour dans les 2 premiers livres que j'ai écrits. Tous les comiques vous le diront, l'humour, c'est extrêmement difficile à manier. C'est beaucoup plus facile de rire que de faire rire. Et puis, j'ai un respect infini aussi pour la fonction qu'occupe l'humour, en particulier dans ma famille. Je regardais ces femmes qui m'ont élevée. C'est très shakespearien, ma famille, une famille composée que de femmes qui avaient viré, dégagé tous les hommes violents et pour n'élever que des fils. Et elles se racontaient souvent des histoires atroces, des expériences traumatiques. Et le rire, je l'observais chez elles, était comme une forme de médicament, de remède. Elles s'arrêtaient, elles se regardaient, elles éclataient de rire. Et enfant, j'ai compris que ça allait bien au-delà de l'humour, que c'était vraiment une forme de remède. Et donc, il a fallu que je me sente suffisamment compétent, en fait, pour l'utiliser convenablement. Et je crois qu'avec mes 2 premiers livres, je ne me sentais pas assez compétent. Il m'a fallu 15 ans d'écriture pour avoir suffisamment confiance, pour me dire que je pouvais commencer à essayer d'utiliser l'humour comme elles le faisaient, elles, parce qu'en fait, ces femmes-là étaient vraiment passées maîtres dans l'art d'utiliser l'humour. Et donc, on en arrive avec ce recueil à ma première tentative d'utiliser l'humour. Alors, à travers ce que vous venez de nous raconter, on comprend une forme d'influence aussi dans le goût de la narration, des histoires racontées, puisque vous aviez toutes ces femmes autour de vous qui racontaient toujours des histoires. Mais à travers cette influence-là, je me demandais, est-ce que, plus précisément, votre mère en a une supplémentaire dans votre manière d'observer le monde ? Je m'explique. Je vous ai entendu dire un jour que votre maman, qui ne savait pas lire et donc ne pouvait pas lire vos textes, venait à vos rencontres et observait non pas vous, mais les gens qui vous regardaient. Et elle vous disait ce qu'elle avait vu sur le visage de ces gens.
ce qui est en quelque sorte une autre manière de lire. Et je me demandais si cette manière de faire de votre mère est quelque chose qui a influencé votre manière d'écrire de la poésie. Oh, thank you for that observation. Absolutely. I think, you know, if you're a child of immigrants, particularly a child who can speak English, I found out that the English language was kind of a magic spell. You know, my mother was mixed race. She was half white and she had auburn hair, so she passed as white American until she tried to speak. And it's interesting that people would give her the respect that they often give another white American, but when she starts to fumble, you can see their face change and they say, ah, an immigrant. And as a child watching this, I realized that it was up to me to make her legible. So, you know, I had to use language, particularly English, as a way to dignify my elders. And I think that helped me look at the world with vigilance. We often talk about this idea of imposter syndrome, you know, but I'm interested in why we pathologize the feeling of exclusion and blame it on people who feel it. You have an illness, you have a syndrome, it needs to be cured. But in retrospect, I feel that my imposter syndrome that I saw with my mother actually helped me become an artist that I am. Because what is an imposter syndrome but the ability to be vigilant, perspicacious, have a keen eye and an awareness of the rooms you enter, the people you talk to, how they look at you. In other words, it's the training of attention. It's like Simone Weil says, you know, attention to something is the greatest act of generosity. And what does an immigrant do but pay attention to everything because their life depends on it? They cannot take attention for granted. And I would argue that it is not imposter syndrome, but imposter immune system. It has given me the ability to be discerning and decisive in both decisions of life, but also decisions in my art. And I have my mother to thank for that. Of course, we didn't know that was what's happening. This is all in retrospect. This is, in a way, my own revisionist mythology. It was not this powerful feeling at the time. But I think when she looked at the audience, she couldn't understand what I was saying, but she wanted to see the energy that language does on people. And I do think the sentence is a conductor of energy, just like a power line is a conductor of electricity. I could read Rimbaud 150 years after he died and still have absolute kinship with the loneliness, the desperation, and the immense love for the world that he had. And I never had to meet him, but the language is the conductor. And maybe she was ahead of me where she was focusing on how the energy travels through the world as opposed to the meaning. And so I actually am really proud of her for that, where she did not privilege meaning, but rather the somatic impact of meaning on people. Merci. Alors merci pour cette remarque, c'est tout à fait juste. Quand on est un enfant d'immigrés, en particulier quand on maîtrise l'anglais, on comprend vite que l'anglais est une sorte de formule magique. Ma mère était métisse, elle était à moitié blanche, à moitié vietnamienne, et elle avait les cheveux plutôt clairs, et du coup elle pouvait passer pour une américaine blanche jusqu'au moment où elle essayait de parler.
Et parce qu'elle ne maîtrisait pas l'anglais, je voyais en fait les personnes qui lui témoignaient le respect qu'ils auraient témoigné à un autre blanc américain, quand ils la voyaient bafouiller, changer d'expression et reconnaître l'immigré. Et enfant, j'ai vu ça et je me suis dit qu'il me revenait, parce que je maîtrisais l'anglais, de rendre ma mère légitime, d'utiliser l'anglais, d'utiliser la langue pour restituer la dignité de mes aînés. Et je crois que c'est ça qui m'a aidée effectivement à avoir un regard vigilant sur le monde. On utilise souvent l'expression syndrome de l'imposteur. Je trouve ça intéressant en fait qu'on pathologise, qu'on fasse une maladie de cette idée de se sentir exclu en fait, et quelque part on en rende responsable celui qui se sent exclu en lui disant tu as une maladie, tu as un syndrome, il faut donc le soigner. Rétrospectivement, je me rends compte seulement aujourd'hui avec le recul que mon propre syndrome de l'imposteur, ce que j'ai aussi hérité de ma mère, c'est vraiment ce qui m'a aidée à devenir l'artiste que je suis. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui vous rend vigilant, qui aiguise votre œil en permanence, qui vous rend conscient quand vous entrez dans une pièce de qui sont les gens, de la dynamique qu'il y a dans cette pièce. C'est vraiment en fait une sorte d'entraînement, de formation, d'éducation de l'attention. Et l'attention, c'est le plus grand acte de générosité. Et je crois que c'est ça en fait que les immigrés ont besoin de faire en permanence. Ils doivent être en permanence attentifs parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas acquises pour eux, donc ils sont en permanence attentifs à ce qu'il y a autour d'eux. Et plus qu'une maladie, je pense que c'est en réalité une forme de système immunitaire. Je pense que c'est ça qui m'a aidée à prendre des décisions aussi bien dans ma vie qu'à faire des choix artistiques. Et ça, c'est quelque chose que je dois à ma mère, même si c'est quelque chose dont je ne me rends compte qu'à posteriori. C'est presque ma propre mythologie révisionniste que je construis en réinterprétant les choses de cette manière-là aujourd'hui. Mais en tout cas, quand elle regardait le visage des spectateurs, ça veut dire que plutôt que de s'intéresser à ce que j'étais en train de dire qu'elle ne comprenait pas, elle s'intéressait à l'énergie qui circulait sur ces visages et dans ces salles. Et je crois fondamentalement qu'une phrase est un conducteur pour de l'énergie, presque comme un fil électrique conduit aussi l'énergie. Quand je lis Rimbaud aujourd'hui, je ne l'ai pas connu, on n'est pas de la même époque, mais je peux me sentir proche de ce qu'il exprime sur la solitude, sur le désespoir, l'amour qu'il témoigne au monde. Et ça, c'est parce que la langue est un conducteur. Et je crois qu'elle avait un temps d'avance sur moi en se concentrant ainsi sur l'énergie qui circulait dans la salle plutôt que sur le sens. Et je suis fière d'elle pour ça, de ce qu'elle était capable de faire, de privilégier l'effet somatique sur les gens plutôt que le sens en tant que tel. Puisqu'il est question de langage, Océane, j'aimerais savoir de manière plus, on va dire, grammaticale, plus pratique, qu'est-ce qui détermine la syntaxe de vos textes? Qu'est-ce qui détermine le passage à la ligne, les textes qui seront plutôt en prose ou plutôt en vers? Est-ce que c'est lié à la respiration de l'auteur, à l'émotion qui va vous guider, c'est-à-dire que vous écririez porté par un souffle intérieur, ou est-ce que c'est beaucoup plus intellectualisé et décidé à l'avance? Oh, thank you. Syntax, I think, is akin to DNA. Everyone, if we told everyone to write about their birthday in this room, every story would be different. And it's not about the lies, but the style would be different. The syntax, the order of words is similar to the order of DNA strands in our person. And the great beauty of literature, I think, is that when you're reading someone's novel or story or poem, you're reading their thumbprint pressed onto paper. But unlike the thumbprint that we have, where it's finite and finished, the thumbprint of literature expands, and perhaps it expands after every reading. But I'm deeply interested in the crafting of variation, and I'm really grateful you asked me that question, because often people only want to talk about the biography. And not the craft and the praxis and how something is done. And that is a very important part of what I do, and it's what I teach. And so thank you for asking that. I think for me, the greatest
a sort of thesis I have of my own work. I don't have many, but this one is that the most varied and multitudinous form of elocution, the better. There's a truly democratic interest I have of taking, we call it high language and low language, but I detest that matrix because it has this hierarchy of class systems. I'm interested in flattening that hierarchy and using essayistic academic language next to quotidian folksy language. And you realize because vernacular and various accents, dialects, have arbitrary value. If we think about African American speech, if we think about Latin American English or Spanglish, regional dialects, those have just as much value syntactically, semantically, as standard English. But standard English has an army and a navy attached to it. It is also the language of the court. And the subordinate clause of law is meant to exclude you from understanding. So you need to hire a code breaker called a lawyer to make that code legible to you on your behalf. And this is purposeful. And so I think the manipulation of syntax is deeply important. It's also, in terms of literary evolution, arbitrary. In the Victorian style, the 19th century novel, masculine achievement, male achievement, was to delay the period as long as possible. Rich with subordinate clauses. Dickens, Hawthorne, Melville, Hugo, Whitman. The furthest and the most metaphor-rich you can have is the peak of masculine achievement. But after World War I, when the romantic sublime was no longer feasible, when the fields of Europe were infested with the corpses of men and cattle and mustard gas, biological warfare, the sentence truncated to the Gertrude Stein Hemingway sentence, laconic, clear-eyed, sobering. In other words, one could say that from one war to another, from the Crimean War to World War I, the European tradition and the American literary tradition included grew up. It was juvenile to write so baroquely. However, it's interesting that in order to evolve, we had to feminize the old tools. So we called it flowery prose, purple language, unrestrained, right? Out of control, dreamy, whimsical, not truth. Again, that word. And as a newcomer to this, I tell my students, you're incredibly lucky to come this late to the project because you can time travel, you can make your own decisions. Just because your own professors told you that the romantic tradition is over doesn't mean you can't use it. You get to travel back in time, take what is useful, and apply it to the present. So as a writer, I see myself akin to the junkyard artist. Let me go back in time and take everything that's discarded and make something new from it. That excites me because the reasons, the justification from moving from one style to another was arbitrary and, at worst, misogynistic. So why one sentence over another? And why did one sentence
masculine achievement was then had to be feminized. You had to deem something associated with women in order to throw it away. I don't believe that to be true. Pour moi, la syntaxe, c'est de l'ordre de l'ADN. Si on demandait à chacun dans la salle de raconter une histoire sur le même sujet, toutes les histoires seraient différentes, l'ordre des mots changerait, la teneur des mots changerait. C'est vraiment la même chose que l'ADN. Ce qui est très beau dans la littérature, c'est que quand vous lisez une histoire, c'est presque comme si vous lisiez l'empreinte digitale de la personne posée sur le papier, sauf que notre empreinte digitale, elle est finie, elle a des limites, alors que celle de la littérature, elle est en expansion permanente, elle peut même être en expansion à chaque lecture. Mais je suis ravie que vous ayez posé cette question parce que ça m'intéresse énormément de parler justement de la manière de construire des variations. Et parce qu'on me pose beaucoup de questions en général sur ma biographie, sur l'aspect biographique de l'œuvre et beaucoup moins sur la pratique artistique et sur l'art, en fait, le faire. Et justement, c'est très important dans ce que je fais et c'est même ce que j'enseigne. Et j'ai une théorie sur mon travail, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai une, qui est que plus il y a de variations, justement, plus il y a une multitude de formes d'élocution, mieux c'est. C'est une forme de projet démocratique, presque, parce qu'on nous parle de haute et de basse littérature, et moi je déteste justement cette hiérarchie très classiste, et donc ce que je cherche à faire, c'est à essayer d'aplanir cette hiérarchie en mêlant une langue qui peut être vue comme une langue académique ou élevée avec des mots du quotidien, avec une langue plus populaire. Les langues vernaculaires, les dialectes, la manière dont on leur assigne une valeur est extrêmement arbitraire. Le dialecte anglais africain-américain, le spanglish ou l'américain latino, les dialectes régionaux, on ne leur attribue pas la même valeur qu'à l'anglais dit standard, parce que l'anglais standard est associé à une armée, est associé à une marine militaire. Il est associé à la loi aussi, c'est la langue des tribunaux. Or, la loi, le code, c'est une façon de vous exclure de la possibilité de comprendre, et ça vous oblige à engager quelqu'un, un avocat, pour briser ce code. Donc il y a quelque chose de très important dans la manière dont on manie la syntaxe et dont on la manipule aussi, dont on la fait évoluer. Et pour moi, je fais un parallèle avec l'évolution de l'histoire littéraire, qui là aussi est extrêmement arbitraire. Si vous regardez le roman du 19e siècle, le roman victorien, le grand symbole de réussite masculine des grands auteurs comme Dickens, Melville, Hawthorne, Hugo, etc., c'était de repousser le point le plus loin possible à la fin de la phrase, c'est-à-dire de multiplier les subordonnés, de multiplier les métaphores, etc. Ça, c'était le summum de la masculinité et de la réussite à ce moment-là de l'écrivain. Après la Première Guerre mondiale, quand le romantique, le sublime du romantique devient impossible, quand l'Europe n'est plus qu'un champ de cadavres, on arrive à quelque chose de complètement différent, qui va être cette phrase extrêmement laconique d'une Gertrude Stein, d'un Hemingway, beaucoup plus sobre, beaucoup plus courte. Et donc c'est presque comme si, sur une période qui va de la guerre de Crimée à la Première Guerre mondiale, la littérature occidentale, européenne, américaine avait grandi, avait atteint une forme d'âge adulte, parce que cette façon d'écrire complètement baroque était finalement assez juvénile. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour justifier cette évolution, on a dû associer ça à des caractéristiques féminines. On a parlé de langage fleuri, de langage qui était un peu pas contrôlé, qui était onirique, et qui n'était évidemment pas vrai, qui s'éloignait de la vérité. Donc c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est que vous avez de la chance, vous, d'arriver dans ce projet d'écrire assez tard pour pouvoir voyager dans le temps et pour pouvoir, vous, relire ces moments d'évolution avec vos propres perspectives. C'est pas parce qu'un enseignant vous dit que la littérature romantique c'est terminé que vous ne pouvez pas y trouver des outils. Moi, en tant qu'artiste, je me vois presque comme un ferrailleur, c'est-à-dire que tout ce qui a été abandonné, rejeté, j'aime pouvoir m'en resservir de ces outils-là pour créer quelque chose de neuf avec. Mais c'est intéressant, encore une fois, qu'on ait justifié des évolutions de style par quelque chose qui est au mieux arbitraire, au pire extrêmement misogyne, que pour expliquer comment on est passé d'une forme de syntaxe à une autre, d'une phrase à une autre, on a été obligé à un moment donné de passer d'un discours de réussite masculine à, au contraire, un discours sur le féminin. Dans un instant, Olivier Martineau va nous rejoindre pour lire un dernier poème avant de nous quitter. Mais j'aimerais vous poser 2 dernières questions. La première, c'est quelle est, à votre avis,
par rapport à ce recueil, votre degré de liberté. Je m'explique, vous parliez tout à l'heure de l'humour que vous vous êtes autorisé. Est-ce que vous avez le sentiment en écrivant que vous pouvez écrire en pleine liberté, en vous fichant d'un éventuel regard au-dessus de votre épaule? Est-ce que quand vous écrivez exactement ce que vous avez envie d'écrire sans rien vous interdire? I hope so. I think it's hard to say, you know. When I was writing my first two books, I called myself a radical, avant-garde, free writer, you know, like any young writer. You know, arrogance is very helpful for a young writer. I have nothing against it. I think the world is, I tell my students, the world is going to do everything it can to stop you from writing. So what if you're a little arrogant and to puff up your chest a bit just so you can get the sentence down. And then your own work will humble you, you know? So it's a self-cleaning cycle. You know, it's like one of those fancy ovens. You know, it cleans itself. And so I say, look, do whatever you have to do to get yourself to the page. And then tomorrow, you will be a civilian again, right? And I think that's always happened. I've always have regrets after the book is published. I always have this absurd wish, frantically calling my editor, please, one more year. And she's like, it's at the printer, forget it, it's over, you know. Try again in the next book, you know. So you tell yourself this, but it's impossible to know. I think, you know, again, history will give its light, will reveal its truth way after we're gone. I'm a millennial, so I grew up playing these computer games, these sort of strategy games, like Age of Empires. And it's really a wonderful metaphor for a writer because the map is completely dark. And as you walk, there's a little bit of light, you know, so you just eat away at the dark as you walk. And I think that's kind of what being in the present is. We believe the map is illuminated, but it's really not. And but I feel I owe it to, I don't know if there's a reader. I know they exist, I'm grateful, but I think the greatest respect I can give to a reader is to forget them, is to absolutely ignore the reader. Because if I start to imagine a readership, I will then be beholden to a phantom, a fantasy. And every room I've been in, I've seen people of different walks of life from different countries. It debunks the idea of a fixed reader, an ideal reader. I don't have one. I have to forget about all that and ask myself, using this sentence, where can I dig? What can I reveal? And if it's surprising to me, my only North Star, my only compass is surprise. If I'm surprised, I hope that the reader will be surprised. And that makes it exciting. But if I feel like, oh, I'm a queer author, so I better write queer things. I'm an Asian author, so I better write Asian things, whatever that means. I then start to become a function of a collective social idea, and I'm no longer a person. I start to purposefully erase that fingerprint if I do that. And that is perhaps the most disrespectful thing you can do to a reader, to assume that they are so ignorant
that you just give them this reductive, boiled down category of a person rather than a full, rich and complicated, even contradictory imagination. Thank you. Merci. Alors c'est difficile de répondre. Quand j'écrivais mes 2 premiers livres, je me voyais comme un radical, comme un avant-gardiste, comme je pense tous les jeunes écrivains, ce qui d'ailleurs n'est pas une mauvaise chose. Je pense que l'arrogance c'est quelque chose qui aide beaucoup les jeunes auteurs. J'ai rien contre. Je dis souvent à mes étudiants, le monde va tout faire pour vous faire arrêter d'écrire. Donc si vous avez besoin de bomber un peu le torse pour parvenir à coucher cette phrase sur le papier, allez-y. De toute façon, c'est votre travail, ensuite votre production qui vous contraindra à l'humilité. Donc il y a une sorte de processus auto-nettoyant un peu comme les fours. Donc faites ce que vous avez à faire pour réussir à écrire quelque chose sur la page et vous redeviendrez un simple civil ordinaire demain. Mais j'ai toujours eu des regrets, évidemment, après que chaque livre ait été publié. À chaque fois, c'était absurde. J'appelais frénétiquement mon éditeur alors que le livre était déjà dans la presse pour demander un an de plus et pouvoir le modifier. Et à chaque fois, on me répondait tu réessayeras au prochain livre. Donc, c'est quelque chose qu'on se dit, mais qui est évidemment impossible à savoir. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que l'histoire qui permettra d'éclairer longtemps après qu'on soit parti les choses. Moi qui suis de la génération des millennials, j'ai grandi en jouant avec des jeux vidéo et sur ordinateur, et notamment un jeu de stratégie qui s'appelle Age of Empires, qui me paraît être une excellente métaphore pour l'écriture, puisque c'est un jeu dans lequel vous progressez sur une carte qui au départ est complètement sombre, et au fur et à mesure où vous progressez sur cette carte, elle s'éclaire. C'est comme si vous grignotiez l'obscurité, et quelque part écrire c'est la même chose. C'est une façon aussi de grignoter l'obscurité sur la page. C'est finalement assez proche de la manière dont on est dans l'instant présent que l'on vit. On a le sentiment de vivre dans la carte éclairée, et c'est seulement plus tard qu'on se rend compte en fait qu'on n'avait pas du tout encore éclairé toutes les zones de la carte. Mais en tout cas, mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas un lecteur auquel il faudrait que je pense en permanence, parce que je ne sais pas en fait s'il existe ce lecteur imaginaire. Le plus grand respect que je peux en tout cas avoir envers mes lecteurs, je crois, c'est de les ignorer. Parce que si je commence à imaginer qui me lit, ça revient finalement à être assujetti à une forme de fantôme, une forme de fantasme même. Toutes les salles dans lesquelles j'ai pu m'exprimer m'ont aidé à déconstruire justement cette idée d'un lecteur ou d'une lectrice unique. Il n'y a pas de lectrice idéale, donc on ferait mieux d'oublier cette idée. La question, c'est vraiment de savoir simplement ce qu'avec son écriture on peut révéler. C'est ma seule boussole en réalité. C'est la surprise que je peux provoquer, la surprise que je peux provoquer chez moi. Et si j'arrive à provoquer la surprise chez moi, j'espère réussir à la provoquer chez le lecteur aussi. Parce que si je commence à me dire, tu es un auteur queer, donc il faut que tu écrives des textes queer. Si tu es un auteur asiatique, donc il faut que tu écrives des textes asiatiques, quel que soit ce que ça peut vouloir dire, je deviens en fait réduit à la fonction d'un imaginaire collectif, et ça efface la personne en moi. En fait, c'est comme si je commençais à consciemment effacer cette empreinte digitale dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour moi, ce serait ça le véritable manque de respect envers les lecteurs, puisque ça reviendrait à les considérer trop bêtes pour leur fournir un véritable imaginaire avec toutes ses contradictions, et se contenter de leur fournir une catégorie extrêmement réductrice. Alors malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin, et comme j'aimerais que Olivier Martineau nous rejoigne pour venir lire un dernier poème, j'espère que je le prononce bien, c'est Künstlerroman, c'est un mot allemand. Olivier va nous lire ce poème. On va vous retrouver dans un instant en dédicace. Je voudrais en profiter pour remercier Marguerite Capelle, qui, vous l'aurez constaté, n'a pas démérité. Parce que non seulement elle traduit magnifiquement le recueil de poèmes d'Ocean Vuong, mais en plus c'est une formidable interprète. Un très grand merci à vous, Ocean, pour la grande générosité avec laquelle vous avez partagé votre art. Et il me semble que le meilleur hommage qu'on puisse encore vous faire, c'est d'écouter avec bonheur vos mots, votre texte, dans la voix d'Olivier Martineau. Merci. Au bout d'une éternité à tout parcourir, j'arrive à la fin. Le bouton rembobiné clignote
rouge, rouge, rouge. Je m'assois et presse le bouton. L'écran s'allume, révélant un homme en costume noir amidonné assis au bord d'un chemin de terre, les yeux plongés dans l'écran d'un téléviseur Panasonic des années 80. Je le regarde se lever et marcher à reculons sur la route anonyme, passer les mobilhomes éventrés, les dalles de ciment vides sillonnées de mauvaises herbes, puis traverser un bosquet de pins jonché d'aiguilles mortes qui s'ouvre bientôt sur un champ de coquelicots, au-delà d'un ravin obstrué de bagnoles rouillées datant d'un autre siècle. Il marche à reculons dans les collines vers de nuit, mains dans les poches tandis que le croissant de la lune, navire vide, écume le ciel. Il marche à reculons jusqu'à la ville, gravit les marches du grand hôtel, pénètre dans un hall encombré de lustres en cristal, de serveurs portant des plateaux chargés de cuillères, de caviar, de flûtes de champagne. La salle est un royaume de lumière. L'homme est entouré de gens guillerets, élégamment vêtus. Il tourbillonne à reculons autour de lui, visage empourpré d'opulence. La cravate qu'il porte, trop grande, est celle que son cousin Victor lui a donnée devant chez Drew, le magasin de spiritueux, en disant « T'es un écrivain, maintenant, faut que t'aies le look », 3 semaines avant de se faire interner à l'hôpital psychiatrique de Silver Hill. Chacun, à leur tour, les gens tendent à l'homme un livre, l'artefact de sa pensée. Il les ouvre un par un et, stylo à la main, trace une signature délibérément maniérée, illisible, jusqu'à ce que le nom à l'encre rouge s'évapore. Tous lèvent leurs verres, satisfaits. Des bouches s'ouvrent tandis que les grillons se mettent à chanter autour de moi. L'écran clignote, la cassette ronronne. Je le regarde traverser la foule à reculons. L'alcool s'écoule des lèvres au verre au moment où il quitte la salle et s'engage dans les rues désertes, seul. Il marche pendant que le soleil se lève, puis se couche. Il parcourt les jours, les semaines, puis les mois. Il marche à reculons à travers des aéroports, des palais des congrès, s'engouffre dans des taxis, une limousine même, puis la demeure d'un gouverneur, traverse des vestibules immaculés avec leurs divans en cuir brodé et leurs cheminées en marbre, lampes Tiffany, plans de travail en granit poli, salle de séjour où nul n'a jamais séjourné. Montagne de fruits frais dans des coupes en teck, condamnés à pourrir. La cassette saute et je vois à l'écran un voile de poussière jaillir de la surface d'une rivière, puis former un nuage sous un pont, avant de s'engouffrer dans l'urne en cuivre que l'homme tient dans ses bras. Son visage semble inachevé. Le petit frère de l'homme pose la tête sur son épaule. Dans leur costume de location trop grand pour eux, ils ressemblent aux ambassadeurs d'un pays qui n'existe plus. C'est le pays des fils. Je le regarde quitter une autre demeure à rebours, descendre une longue allée bordée de phlox et de géraniums, suivre une route de montagne dans la nuit, traverser des villes dont on n'entend parler que lorsqu'un ouragan passe par là, des stations d'essence envahies d'ambroisie et d'astères, dépasser une ruelle large comme une pierre tombale, franchir les terre-pleins en gravier où la sœur de quelqu'un a été filmée pour la dernière fois par une caméra de surveillance. Je le vois pénétrer à reculons dans une maison mitoyenne avec 8 antennes satellites plantées sur le toit du garage. La pénombre d'un sous-sol, le bruit des emballages de seringues qu'on déchire, un visage d'Ulyssée qu'on recroise, cul léché, avalé en 2 secondes à la lueur de l'allumette. Une voix fracassée contre un mur se change en poussière dans sa coquelée, tandis que la chaleur de la came le traverse comme une nouvelle échine. Il sent leur rire dans ses mains. Des cigarettes étincellent dans le noir, lucioles dans un abri anti-bombe. Il passe à reculons devant le champ de maïs, où, à l'âge de 7 ans, il a perdu son chien Cheetah et pleuré 2 heures durant au milieu des épis, et ramasse sa veste de costume accrochée à une prise d'eau endommagée. Il l'enfile et poursuit à reculons vers la maison de sa mère, qu'il embrasse sur la joue dans une cuisine sordide. Le billet de $50 change de main avant de réintégrer le soutien-gorge maternel. Il se dirige vers l'étage, entre dans la salle de bain et laisse le vomi du lavabo remonter à sa bouche. La morve réintégrer son nez, main qui tremble.
La cassette saute. Je le vois allongé par terre dans une pièce faiblement éclairée, les yeux clos. L'humidité qui noircit son col amidonné s'évapore pour reformer des larmes. Les larmes escaladent ses joues. Il se mouche, s'agenouille, les mains sur le visage. Une médaille encadrée, récompense richement décorée, se glisse entre ses bras. Il l'embrasse, cherche son visage dans le verre, puis se lève, allume la lumière. Il est dans une loge cernée de miroirs, ses yeux rouges et humides sur tous les murs. Il passe à reculons les doubles portes, raies de lumière, le prix coincé sous le bras, traverse un foyer, suit un large couloir en linoléum, flanqué par les journalistes, les caméras, les sourires forcés, les poignées de main raides, les accolades tièdes, puis grimpe à rebours dans les coulisses et enfin sur la scène de l'opéra baroque. La clameur muette de la foule, le prix brandi à deux mains, ses bords dorés scintillant sous la lumière aseptisée des feux de la rampe. Son cœur est un poisson balancé au fond de la barque qu'il porte en lui. La cassette saute et je le vois sortir à reculons du Stop and Shop de Hartford, lequel commence à s'écrouler brique après brique, tandis qu'il s'éloigne. Des bulldozers, des hommes en casque de chantier, jusqu'à ce que tout soit entièrement rasé, puis remplacé par des pierres plus grosses, moins régulières, jusqu'à devenir les murs d'une église centenaire, dont le clocher s'élève au contact de la boule de démolition. Des morceaux de verre teinté se rassemblent et dessinent le visage auréolé de saint François. Il marche à reculons et pénètre dans l'église, où le cercueil de Kelvin luit dans la lumière crépusculaire. Mères et grands-mères, tête courbée. Mais ce qu'il veut, ou plutôt ce que je veux pour lui, ne se produit pas. Sous la chemise de Kelvin, l'œil rose cousu dans sa poitrine, juste au-dessus de son poumon droit, ne s'ouvre pas. La balle de calibre 45 ne ressort pas, ne va pas se suspendre dans l'air dominical, refuse de réintégrer docilement le canon, de se scinder en plomb, polymère, fer, élément, la cendre d'une étoile éjectée d'un cosmos vers le nôtre. Kelvin ne se redresse pas dans son cercueil pour embrasser Mr. Rios, son père, sur le front, quand celui-ci clopine à reculons pour prendre le petit camion des mains de son fils de 19 ans. Le dictateur à la télé, le nœud coulant qu'on retire de sa gorge sous les regards du monde entier. Le dictateur qui rampe à reculons dans le trou creusé au sol, son visage, une loi chiffonnée. Je garde le doigt sur rembobiné, comme un bon citoyen, et l'homme en costume continue à remonter le cours de l'histoire, autrement dit du savoir, que je lui ai imposé. L'été approche du printemps, tandis qu'il entre à reculons, âgé de 18 ans à peine, dans une chambre de motel en bordure de la route 4, où ses vêtements tombent comme des bandages, où il gît parfaitement immobile sur le mauvais matelas aux côtés d'un soldat, tout juste revenu du désert après y avoir laissé son oreille droite. La lumière de la rue pénètre dans le vide où se trouvait autrefois l'oreille, dessinant un médaillon d'or derrière la tempe de l'homme. Le garçon passe sa langue dessus et attend d'être pardonné. Au mur, l'ombre de leurs érections s'affaisse, puis se dresse. Nous sommes rares en bonté, plus rares encore en joie. Leurs vêtements leur reviennent, tels des lois chiffonnées. Ils marchent à reculons tandis que le soldat marche à reculons. Tous deux se sourient jusqu'à ce qu'ils aient disparu. La nuit revient à elle-même, moins entière. L'auvent de Mabel Auto est un phare dans la brume. Et les tanks quittent l'Irak en roulant, les femmes s'écartent à reculons de leur mort, des lambeaux de tissu sur la bouche. Les livres se désintègrent en arbres tandis que la bande s'amenuise. Les arbres se remettent sur pied, les drogues quittent les veines de 4 amis dans la Mazda. La voiture fait 9 tonneaux sur l'I-84 et atterrit sur ses roues. Leurs coups se réarticulent à leur vie tandis qu'ils chantent Mesmerize de Ja Rule et Ashanti, les yeux clos dans leurs tripes de lycéens. Le garçon assis devant un ordinateur de bureau tandis qu'un à un, les mots, souvent accompagnés de photos de bites non sollicitées, s'effacent des fenêtres de chat AOL. ASV, mensuration? T'es vierge? On peut se voir maintenant? T'es chaud? T'es asiate ou t'es normal? Je peux être ton père pendant 1 heure? Tu sais déjà faire l'amour? Si tu veux, je nous prends une piole. Tu pourrais faire tes devoirs pendant que je m'occupe de ton petit cul. T'es là? Et je vais pas te faire de mal. Appelle-moi. Pédale. J'ai besoin de toi. Va te faire foutre.
Tout ça s'évacue en code binaire. Et puis le gypse, la calcite, le plâtre et les particules de plomb remontent du trottoir en un tourbillon de nuages massifs. Et la tour nord se reconstruit et septembre est à nouveau bleu et limpide. Et les gens flottent vers le ciel, les bras grands ouverts, pour s'installer aux fenêtres avec leurs costumes pimpants, leurs os fringants. Et les tulipes relèvent la tête, le menton bien haut le long de la pelouse du tribunal. La cassette s'emballe et je vois le garçon danser au jardin avec sa mère pendant le blizzard de 97. La neige remontant vers le ciel tandis qu'il tourbillonne sous son ombre à elle. Projection plus grande que nature sous la lumière des lampes au sodium. Les flocons qui s'envolent s'en vont épaissir l'oreiller de Dieu pour son sommeil éternel. La glace se retire, le sol est rouge et ocre comme si on avait éventré un énorme mammifère à ses pieds. Et les feuilles se précipitent dans les bourrasques, vont se souder par milliers aux branches du chêne au fond du jardin. Sa mère à la fenêtre relève la tête d'entre ses mains, ses yeux sèches. Je vois le garçon rentrer chez lui à reculons, déposer sa mère sur le carrelage de la cuisine, le poing de son père se rétracte de son nez, dont l'arête se réaligne comme un bug corrigé. Si je ralentissais la bande ici, je pourrais prendre les articulations de l'homme pour une caresse, comme s'il lissait quelque chose d'un revers de la main pour éviter que ça tombe en miettes. Le gâteau sur la table, l'air qui regagne les lèvres pincées du garçon alors que les 7 bougies, une à une, commencent à s'allumer, et que le vœu réintègre sa tête où il est d'autant plus vrai que les mots ne l'ont jamais effleuré. Je me mets à l'encourager, lui qui chemine vers la poussière. La cassette saute et toute la famille hurle de joie sur la pelouse, agitant les bras dans la nuit estivale. Le fils qui serre son Elmo en peluche court en cercle tandis qu'ils rentrent tous à l'intérieur, où la mère décroche le téléphone, elle a obtenu un poste à l'usine d'horlogerie de Mériden. Le télescope Hubble balaie le ciel en sens inverse. La comète de Halley repart à toute allure derrière les arbres, tandis que les Humvee débarquent, une fois de plus, en Irak. Il passe à reculons devant une fête foraine déserte à l'endroit où verdoyait un champ de tabac quelques mois plus tôt. On est au lendemain de la foire régionale. D'après ce que je vois, au moment où tout ce qui reste d'octobre, ce sont les citrouilles enfoncées bordant la route qui mène à la prison du coin et les clowns qui transpirent sur des tabourets derrière leur caravane en retirant leur maquillage devant des miroirs en fer blanc. Le champ de maïs dépouillé et bruissant dans la brise, l'autoroute derrière les pins avec son atmosphère d'essence et de caoutchouc brûlé. Il marche à reculons, bien qu'il reste si peu de temps à détruire. À reculons jusqu'à ce qu'il tombe à la renverse, se retrouve à 4 pattes, jusqu'à ce qu'il rampe sur le ventre, un peu comme un soldat qui n'a plus qu'une oreille, son sweat à capuche gris Champion se couvrant de taches brunes, jusqu'à ce que de la suie apparaisse sur ses joues et son cou. Son jean s'émiette en fragments friables, tandis qu'il se traîne sur la route où il s'est fait un nom. Un mince filet de sang s'allume le long de sa mâchoire. Là, j'appuie sur pause, mais rien ne s'arrête parce que ses mains sont mes mains. Et tout ce qui reste, c'est son boxer élimé tandis qu'il rampe à rebours, à demi nu, les bras couverts d'entailles, vers la fumée qui s'élève du fossé au bord de Risley Road. Quand il y parvient, il glisse ses pieds par la lunette arrière explosée de la Mazda, attache sa ceinture, tourne la tête vers le pare-brise fracassé et attend que le verre se ressoude, que les amis sur le siège avant se remettent à chanter, là, à la toute fin. Un grand merci Olivier Martineau, un grand merci encore une fois à Ocean Vuong pour son immense générosité, Marguerite Capel et bien sûr merci à vous tous d'avoir été là avec nous.